Bienvenue à cet autre numéro, je dirais, exceptionnel des grandes rencontres de Joël Etienne. L'actualité oblige, nous avons eu l'honneur de mettre la main sur un monsieur qui crée le buzz, qui crée la polémique, parce qu'il y a une grande confusion entre son innovation et l'actualité politique, dont on a l'impression que les partis politiques, les QG, ne savent pas trop où ils vont, pour peu ils en fassent des chapeaux de guerre. Celui que je reçois, il s'appelle M. Issa Tanou Fatiga, celui qui a créé e-emploi RHDP. Le voilà qui est assis là. Bonjour, M. Fatiga. Bonjour, M. Alors, votre nom rime avec e-emploi RHDP. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, M. Je tiens à vous remercier déjà pour le temps que vous m'accordez, pour pouvoir parler à nos concitoyens et leur expliquer le bien fondé de notre application e-emploi RHDP.ci. Avant de commencer, je pense que c'est toujours important d'expliquer un contexte. Nous sommes dans un contexte où le RHDP est au pouvoir depuis 2011, ça fait bientôt 13 ans, et sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, à qui je rends un vibrant hommage, pour les réalisations donc, qui ont été, et les progrès qui ont été réalisés sous sa gouvernance. Quand je parle de réalisation et de progrès, je parle d'indicateurs macroéconomiques. Vous regardez au niveau de la croissance, nous avons une croissance soutenue de 6,7% depuis 2011. Les prévisions pour 2024 et 2025. Ce que je voudrais, excusez-moi, préciser, je suis en face d'un banquier. Donc les histoires de prévisions, veuillez m'en excuser. Je ne suis pas un spécialiste, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je le laisse quand même continuer. Il est en train d'embellir son mentor, c'est tout à fait normal. Allez-y, monsieur Fatiga. D'accord. Les prévisions pour 2024-2025 en termes de croissance économique sont de l'ordre de 7%. Quand on regarde d'autres indicateurs macroéconomiques, le taux d'investissement en Côte d'Ivoire l'année dernière, il a atteint la barre de 25%. Quand on regarde le PIB, il s'est multiplié par 4. On est passé d'un PIB de 12 000 milliards en 2011 à un PIB de 48 000 milliards environ en 2023. Pareil pour le budget de l'État, multiplié par 4 aussi, de 3 000 à 12 000 milliards sur la même période. Et quand vous regardez au plan social l'ensemble des réalisations, dans l'électricité, où on a atteint 86% de taux de couverture, l'accès à l'eau potable, où on a atteint 90% de taux de couverture. Et je m'arrêterai là parce que je peux passer toute l'émission à... Et tout ça c'est fait à crédit, hein, je crois. À citer les... La Côte d'Ivoire est super endettée, hein, quand... Oui, super endettée. C'est bien que vous parliez de cela, parce que vous regardez le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. En 2011, il était de 69%. C'est effrayant quand même. 69% en 2011. Et vous savez qu'en 2023, il était de combien? De 58%. Donc ça veut dire que de 2011 à 2023, nous avons un taux d'endettement qui a baissé. C'est le premier point qui est extrêmement important. Deuxième point important sur la dette, c'est que vous regardez au niveau de l'AVD. C'est quoi l'AVD? C'est une méthodologie du FMI et de la Banque mondiale, qui est une approche commune donc, des deux institutions financières, qui évalue la soutenabilité de la dette des États. Et l'AVD, qui est réalisé pratiquement chaque année par ces deux institutions, permet de déterminer que la dette ivoirienne est modérée. Donc nous avons une dette, un niveau d'endettement qui est modéré. C'est-à-dire quoi? Qui est modéré, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas un risque important que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation et dans l'incapacité de pouvoir faire face à ses créanciers. Si demain vous n'êtes pas là, ceux qui arrivent là, ce serait toujours le même... Oui, parce que vous avez aussi un instrument qui est la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Bon, nous ne sommes pas dans le court terme. L'AVD, comme je disais, c'est vrai, c'est une méthodologie annuelle qui permet d'évaluer la qualité du stock de la dette, mais vous avez aussi la stratégie de mobilisation de la dette sur le moyen terme qui permet de se projeter sur 5 ans et de pouvoir s'assurer que dans nos prévisions sur les 5 prochaines années, nous avons une dette qui est maîtrisée. Si vous regardez, parce que vous avez soulevé ce point, il faut que j'aille jusqu'au bout de la réponse. Si vous regardez récemment au mois d'octobre, vous avez l'agence de notation S&P qui a relevé la notation financière de la Côte d'Ivoire qui est passée de BB- à B avec des perspectives stables.
faisons de la Côte d'Ivoire le deuxième pays, la deuxième économie en Afrique subsaharienne la mieux notée. Et la notation financière d'une agence de notation évalue en réalité le risque d'endettement de ce pays-là. Et donc ça vient encore corroborer les dires du gouvernement et de la gouvernance du président Alassane Ouattara, avec des agences de notation qui confirment bien que nous avons une dette qui est modérée. Je suis tellement heureux parce que je suis en face du secrétaire national chargé, terminer votre fonction. La promotion de l'emploi des militants. Au niveau du RHDP. Au niveau du RHDP. Et vous êtes le conseiller spécial du président de la République? Non, juste conseiller. Conseiller. Je suis conseiller du président de la République. D'accord. Donc, pour équilibrer l'information, vous n'allez pas me taxer de vouloir donner la parole toujours aux autres. Nous avons un jeune qui est en train de monter et, quoi qu'on dise, on fait la promotion des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voudrais dire. Revenons sur la création de e-emploi RHDP qui pose problème aujourd'hui. Merci. Il a plu au président du RHDP, le président Alassane Ouattara, de créer en avril 2023 un secrétariat national chargé de la promotion de l'emploi des militants. Donc, dès notre nomination en qualité de secrétaire national, nous avons aussitôt travaillé sur l'élaboration d'une stratégie qui a été elle-même évidemment adoptée et approuvée au niveau des instances du parti, donc au niveau du secrétariat exécutif. Et nous avons aussitôt travaillé sur un plan d'action. Quelles sont nos missions? Nos missions, c'est d'adresser la question d'employabilité des militants RHDP. Quels sont nos objectifs? Nos objectifs, nous avons deux. Premier objectif, c'est de faciliter l'accès à l'information sur l'emploi. L'accès à l'information? L'accès à l'information sur l'emploi. Pas à l'intimidation des cadres employeurs? Non, pas du tout. L'accès à l'information sur l'emploi. Et deuxième objectif, c'est de faciliter l'accès à la formation. Parce que vous savez que l'emploi et la formation vont de pair. On ne peut pas s'attendre à avoir des militants compétitifs sur le marché de l'emploi s'ils ne sont pas formés. Et donc nous nous sommes attaqués automatiquement à ces deux objectifs qui sont de former nos militants, donc faciliter l'accès à la formation, et qui sont de les informer, faciliter l'accès à l'information. Et c'est dans ce cadre que donc nous avons décidé de créer, parce que nous sommes à l'heure du digital. N'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une population qui est majoritairement jeune, et donc qui est très portée sur les questions digitales. Donc de créer une plateforme digitale qui s'appelle e-emploi-rhdp.ci, qui en réalité n'est qu'un agrégateur. C'est-à-dire que nous avons une équipe qui chaque jour effectue une veille sur le marché de l'emploi, va sur tous les sites des différents employeurs, copie les offres d'emploi et les consolide dans une seule plateforme qui est e-emploi-rhdp. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'annoncer que depuis quelques jours, nous avons aussi développé l'application mobile. Parce que nous subissons malheureusement des attaques de cyber. Les hackers sont à votre et je peux vous dire qu'à cause de ces attaques qui visent à faire tomber la plateforme, parce que je pense que tout le monde est conscient du succès de la plateforme, nous sommes passés de 8 000 personnes inscrites à 45 000 personnes inscrites en une semaine. Et donc ce succès-là suscite évidemment, je pense, beaucoup de jalousie. Et donc il y a beaucoup de cyber, je dirais, hackers qui essaient de faire tomber la plateforme. Et donc nous avons développé, nous sommes passés à la deuxième phase de notre développement, une application. C'est bien sécurisé. Une application mobile. Parce que l'application mobile est inattaquable. Et même sur l'application web qui a été attaquée, ils n'ont pas réussi, l'application fonctionne toujours. Seulement ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que vu que l'application n'est pas justement attaquable, ils ont créé des liens qui ressemblent aux liens de notre application, des liens web, mais qui en réalité vous redirigent sur d'autres sites. Et sur ces sites-là, ils demandent aux militants de payer 10 000 francs pour effectuer des visites médicales avant d'aller à des entretiens d'embauche. Donc tout vise à discréditer cette plateforme-là. Et c'est pour cela aussi que nous avons aussi une équipe très compétente qui travaille sur cette plateforme et qui réfléchit au quotidien à comment anticiper sur ces attaques-là. Et aujourd'hui, vous avez donc la plateforme mobile e-emploi RHDP sur Android. Et très bientôt, vous aurez la même chose sur Apple, de manière à ce que tous les utilisateurs de téléphones portables aient cette application et puis puissent l'utiliser dans leur quête de recherche d'emploi. Le président Ouattara est le président du RHDP aussi. C'est ça. Vous l'avez informé de cette prouesse? Nous avons un parti politique qui est le RHDP.
je suis secrétaire national. Je suis donc membre du secrétariat exécutif du RHDP. Donc l'instance à laquelle moi j'appartiens, c'est le secrétariat exécutif du RHDP, qui est informé et qui est l'instance donc qui approuve nos stratégies et qui approuve donc nos plans d'action. Donc c'est le secrétariat exécutif qui informe le directoire. Nous avons un président du directoire qui est le président Gilbert Kafana-Kone et qui donc a été informé par le secrétariat exécutif. Et donc c'est le directoire maintenant qui informe le président Alassane Ouattara, qui est le président du parti. Et depuis que ça commence à susciter le remous, est-ce que le président vous a appelé pour vous demander qu'est-ce qui ne va pas? Non, et de vous à moi, le président n'a aucune raison de le faire, puisque le parti est bien informé de cette initiative qui a été approuvée en réunion du secrétariat exécutif, et le parti, RHDP, sait très bien que c'est une plateforme qui ne vise qu'à faciliter l'accès à l'information pour nos militants. Un parti politique, n'oubliez pas, n'est avant tout juridiquement qu'une association. Et une association a le droit de collecter des informations qui sont publiques, parce qu'il ne s'agit pas ici d'informations privées. On essaie de le faire croire. On a essayé de nous faire croire, de faire croire aux Ivoiriens qu'on a des partenariats avec des entreprises et que donc on favorise... C'est faux? Évidemment que c'est faux. Mais vous êtes au pouvoir. Et tous les cadres, les directeurs, les ministres sont issus du RHDP. Un directeur qui reçoit, même de manière numérique, une demande venant d'un militant du RHDP, Monsieur Fadiga, vous n'allez pas me dire que ça ne va pas l'intimider. J'ai deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que si vous regardez la liste des cadres qui sont à la tête des institutions en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas tous du RHDP. Et je peux vous inviter à aller consulter la liste. Ils ne sont pas tous du RHDP. Premier élément. Deuxième élément, je peux vous garantir aussi que notre plateforme, elle a été élaborée pour nos militants. Et donc cette plateforme élaborée pour nos militants, elle ne vise qu'à faciliter l'accès à l'information. Vous avez le parti qui est RHDP, pour finir sur la question, et vous avez l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a une différenciation. L'État de Côte d'Ivoire mène ses politiques sectorielles. Vous avez un PND qui est la feuille de route du gouvernement. Vous avez des programmes sectoriels comme le PJGouv, etc. Et vous avez le parti qui est RHDP. Vous ne m'avez pas compris. Je suis militant du RHDP. Je suis jeune. Je vais m'inscrire sur votre plateforme. Et puis, il y a une offre Orange, pour ne pas faire la publicité. Et puis, je postule. Quand l'employeur va voir que je suis militant du RHDP et que c'est par ce biais que je vais sur sa plateforme pour demander du travail, est-ce que moralement, vous ne pensez pas qu'il y a une intimidation, un ordre indirect à donner à ce monsieur pour accepter ma candidature? Je suis content que vous me posiez cette question parce que ça me permet de corriger justement cette mauvaise opinion qu'on essaie de faire circuler, que l'opposition essaie de faire circuler. Vous êtes militant du RHDP, vous avez un numéro e-militant. Lorsque vous vous connectez à l'application, vous avez accès à des offres d'emploi. Des offres d'emploi qui sont publiques, qui sont déjà logées sur les sites des différentes entreprises. Donc, pour reprendre votre exemple, lorsque vous allez visualiser une offre d'emploi de Orange Côte d'Ivoire, mais en réalité, à partir de cette offre-là, vous irez vous-même sur le site d'Orange Côte d'Ivoire. Ce n'est pas e-emploi RHDP. Mais quand je fais le transfert, est-ce que... Il n'y a pas de transfert à faire. Bon, quand je vais déposer... Vous allez sur le site direct de Orange Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'est pas le biais de votre plateforme. Quand vous allez sur le site... Est-ce qu'il n'y a pas un astérisque qui dit que celui qui vient, c'est un militant du RHDP? Non, pas du tout. Ce que nous avons fait, encore une fois, et c'est important ce point-là, donc j'apprécie que vous insistiez là-dessus aussi, parce que ça me permet de répondre et d'apporter des clarifications aux Ivoiriens. Nous ne sommes pas en contact avec des entreprises, nous ne sommes pas en contact avec des dirigeants d'entreprises, et nous ne sommes pas en contact avec des recruteurs, des directeurs de ressources humaines d'entreprise. Nous allons sur le site d'Orange, de la même manière que vous irez sur le site d'Orange, nous regardons les offres d'emploi qu'il y a sur le site d'Orange et nous les copions pour les mettre sur notre plateforme. Donc lorsque vous allez sur la plateforme e-emploi RHDP et que vous visualisez cette offre d'Orange, mais en réalité, c'est vous-même qui vous rendez sur le site d'Orange, parce que vous avez vu qu'Orange recrute un commercial dans son agence de la Riviera, et donc c'est vous-même qui allez vous rendre sur le site d'Orange, rechercher cette offre d'emploi et puis postuler. Donc, en aucun cas, le RHDP n'est en contact avec Orange. Mais c'est comme une recommandation, M. Fadiga. Non, une recommandation, ça aurait été une recommandation si c'était nous, le RHDP,
qui prenions vos CV, qui les transmettions à Orange Côte d'Ivoire. C'est tout comme, hein? Ah non, quand même, je suis désolé. Je vous donne un exemple, qui est peut-être plus parlant pour les internautes. Imaginons que vous êtes un ancien élève du lycée classique. Imaginons que vous avez un groupe d'anciens élèves du lycée classique, vous créez une association. Si je vous ai dit tout à l'heure, un parti politique n'est avant tout une association. Donc, vous avez un groupe des anciens élèves du lycée classique, vous créez un groupe WhatsApp, vous échangez sur divers sujets, et parmi vos activités, vous décidez d'aider vos anciens camarades qui sont à la quête d'emploi, à la recherche d'emploi. Et donc, tous ceux qui ont des informations sur des offres publiques, soit dans les sociétés dans lesquelles ils travaillent, soit ailleurs, décident de les partager sur ce groupe-là. Mais est-ce que parce que vous avez partagé ces informations sur un groupe des élèves du lycée classique, et qu'ils prennent cette information, ils vont sur le site d'Orange et ils postulent, ça veut dire que vous êtes en train de forcer la main à Orange, même que vous avez un partenaire avec Orange? Est-ce que parce que, je vais plus loin, est-ce que parce que vous avez fait ça pour vous, les élèves du lycée classique, moi, parce que j'ai fait le lycée technique, j'ai le droit de me plaindre et de crier à la discrimination? Ben non. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler mes anciens camarades du lycée technique, de créer aussi mon groupe WhatsApp d'échange, et puis de faire en sorte que nous aussi on partage l'information. Et c'est en cela que j'invite l'opposition à suivre notre part et à faire exactement ce que nous avons fait. Parce que la jeunesse ivoirienne, si vous prenez la jeunesse RHDP, que vous prenez la jeunesse PDCI, que vous prenez la jeunesse PPACI, que vous prenez la jeunesse FPI et des autres partis, en réalité c'est l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. Donc si nous on adresse, on forme et on facilite l'accès à la formation et on facilite l'accès à l'information pour nos militants, que le PDCI fait la même chose, que demain le PPACI fait la même chose, que demain le FPI... Mais en réalité, c'est l'ensemble des Ivoiriens qu'on a aidés. C'est l'ensemble de la jeunesse ivoirienne qui ont été aidés. Mais pourquoi vous lancez au moment où on s'approche à la pré-campagne présidentielle? En fait, notre objectif n'est pas ciblé ou n'est pas programmé par rapport à la campagne. Ça a été c'est une coïncidence. Hein? Non, c'est une coïncidence peut-être. C'est très important à relever. Oui, mais je vous ai indiqué... Vous aurez dû créer ça depuis 2021-2022. Je vous ai indiqué que le secrétariat national a été créé en avril 2023. Écoutez, nous sommes un parti de responsables. Lorsqu'un secrétariat national est créé, le temps déjà que les instances se mettent en place, que le secrétariat exécutif tienne la première réunion pour réunir tous ces secrétaires nationaux, il peut s'écouler 2 ou 3 mois. Le temps que nos feuilles ou les premières orientations nous soient données, donc il peut s'écouler 3 mois. Donc en réalité, c'est en fin d'année, j'ai envie de dire au dernier trimestre 2023, que nous avons commencé à travailler sur une stratégie. Et l'objectif, c'est d'apporter véritablement une valeur ajoutée. Ce n'est pas juste de créer un secrétariat national qui vient et qui n'apporte pas de valeur ajoutée à ses militants. Donc oui, ça nous a pris un certain temps pour élaborer une stratégie, élaborer un plan d'action qui est cohérent, et puis apporter des solutions aux Ivoiriens. Et d'ailleurs, nous étions prêts à lancer cette activité depuis le mois de juin, mais nous sommes tombés, parce qu'évidemment, il faut que nous tenions compte de l'agenda du parti, qui mène plusieurs initiatives en même temps. Et donc nous avons décidé de reprogrammer cette activité depuis le mois de juin, en juillet, ensuite en août, et finalement, il a été convenu que nous la lancions au mois de septembre. Le gouvernement a en son sein un ministère chargé de la jeunesse, à qui le président a donné 365 milliards en 2000 jusqu'à 2023, dédiés à la jeunesse. Vous venez créer une plateforme similaire. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et ce ministère pour que vous ressortiez cette plateforme qui semble un peu dans l'entendement des gens, comme si vous étiez en conflit, où vous releviez un certain nombre de carences au niveau du ministère de la Jeunesse. Écoutez, je vous remercie pour cette question que je trouve très pertinente. Je pense qu'en réalité, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre Mamadou Touré, qui est un ami et qui est un frère, parce que le ministre Mamadou Touré fait un excellent travail à la tête du ministère chargé de l'insertion des jeunes, et qui a d'ailleurs avec le PJ-Gouv de 1118 milliards sur une période de 2 années. Et donc dans la mise en œuvre de ce PJ-Gouv, il y a un excellent travail qui est fait par le ministère et donc par le gouvernement. Mais nous sommes encore une fois le RHDP. Et j'aimerais quand même que les internautes réalisent qu'il y a l'État de Côte d'Ivoire qui réalise et qui met en œuvre ces politiques sectorielles au quotidien à travers les différents ministères sectoriels. Et puis vous avez le RHDP. Moi, je suis le secrétaire national chargé au niveau du RHDP de la promotion des militants.
Et donc, notre travail, c'est de réfléchir au quotidien à comment améliorer la réhabilité. Ça ne s'échevauche pas? Non, pas du tout, parce que le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi jeune, ils réfléchissent et ils proposent des solutions qui visent à trouver de l'emploi pour l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est ce que les Ivoiriens attendent dans leur ensemble du ministère et de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de deniers publics, et donc le ministère travaille pour l'ensemble des Ivoiriens. Nous sommes RHDP, et nous travaillons pour faciliter l'accès à l'information de nos militants RHDP. Donc, il n'y a aucun chevauchement. D'ailleurs, si vous allez sur notre plateforme, vous verrez que vous avez des offres d'Orange, Côte d'Ivoire, des offres de MTN, et même des offres de l'Agence Emploi Jeune. Donc, il n'y a pas de chevauchement, puisque nous facilitons l'accès à l'information. Donc, si Orange Côte d'Ivoire recrute aujourd'hui, notre objectif, c'est de nous assurer que nos militants soient informés qu'il y a des recrutements chez Orange. Si MTN recrute aujourd'hui, notre objectif, encore une fois, c'est de nous assurer que nos militants soient informés que MTN recrute. Mais si l'AEJ recrute, notre objectif, c'est de nous assurer aussi que nos militants soient informés. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas au service du ministère de la Jeunesse que de... Mais il y aurait conflit d'intérêts. Mais c'est juste... Je suis RHDP parti politique. Pourquoi vous souhaitez qu'un parti politique se mette au service d'un ministère? Il y a un conflit d'intérêts. Il y a l'État de Côte d'Ivoire qui travaille pour tous les Ivoiriens. Il y a le RHDP qui est un parti politique et un secrétariat national chargé de la promotion de l'emploi des militants qui facilite l'accès à l'information de ces militants et qui forme ces militants. Selon vous, pourquoi ça crée autant de... J'aime pas employer l'expression buzz, mais il y a le PPACI qui a ressorti le caractère politique auquel vous n'avez pas songé et qui crée aujourd'hui la polémique. Comme quoi... Ce n'est pas correct de dire qu'on n'y a pas songé. Parce que vous imaginez qu'on ne développe pas une solution, une stratégie d'abord, un plan d'action et qui découle sur une solution sans anticiper sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous avions anticipé sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'ailleurs, nous l'avions anticipé beaucoup plus tôt, parce qu'on a lancé l'application le 20 septembre. Et depuis le 20 septembre, nous savions qu'à un moment donné, certaines personnes de mauvaise volonté allaient chercher à faire croire aux Ivoiriens qu'il s'agit d'une plateforme qui favorise ou qui réserve des emplois pour les Ivoiriens. Donc, nous ne sommes pas surpris en fait. En réalité, nous sommes surpris par le fait que ça ait pris 2 mois, puisque ça a été publié le 20 septembre, et c'est la semaine dernière, donc il y a à peine une semaine, en cette fin de mois de novembre, que, je dirais, ces publications ont commencé à circuler. Pour nous, la réponse elle est très claire. Nous sommes à 1 an d'une échéance électorale. Nous pensons que nous avons en face une opposition qui n'a pas d'offre à apporter à la population ivoirienne. Nous pensons que nous avons en face une opposition qui, pour la plupart, ont gouverné en Côte d'Ivoire, donc a un bilan qu'on peut aller attaquer. Et d'ailleurs, nous avons les statistiques, on peut comparer sur tous les secteurs d'activité ce que la gouvernance du président Alassane Ouattara a fait, comparé à la gouvernance PPACI, comparé à la gouvernance PDCI. Nous avons ces statistiques-là. Donc, non seulement ils ont un bilan qui, ces partis politiques ont un bilan qui n'a rien à voir avec celui du président Alassane Ouattara, mais deuxièmement, en se projetant sur 2025 et la période 2025-2030, n'ont pas d'offre à faire aux Ivoiriens. Donc en réalité, dans une situation où on a et je n'ai pas envie de revenir encore sur tous ces chiffres, puisque quand je rentre dans les chiffres, vous estimez que c'est trop, voilà, c'est un peu trop lourd. Mais pour parler plus simple aux Ivoiriens, quand on parle d'accès à l'eau potable, où nous avons atteint 90% de taux de couverture, c'est visible par les Ivoiriens. Quand on parle d'électrification rurale, où nous avons atteint un taux de 86% de taux de couverture, c'est visible par les Ivoiriens. Quand on parle de santé, où on a aujourd'hui des centres hospitaliers ou des centres de santé... Mais pas équipés. Des centres de santé... Pas équipés. Qui ne sont pas encore équipés. Des centres de santé... Qui ne sont pas encore équipés. Oui, mais il y a une programmation. Mais des centres de santé qui sont construits, qui sont... L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, il y a des centres de santé à au maximum 5 km des populations. Et ça, c'est une réalité ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on parle d'éducation, il faut regarder le nombre de collèges qui ont été construits, le nombre de lycées. J'étais moi-même... Souvent même, y a pas, on les construit sans y mettre des tables de banc. Bon, on a vu... Je pense que vous faites allusion à un point de l'actualité qu'on a vu. Mais je pense que c'est des incidents isolés. Je n'ai pas d'informations sur ce point, mais je pense que ça ne peut être que des incidents isolés. Parce que quand on voyait... Moi, j'étais à San Pedro, il y a à peine 1 mois, où nous avons inauguré des collèges de proximité avec un don du MCC, du Millennium Challenge Corporation,
Mais nous sommes allés, ce sont des écoles mais, qui ont des salles d'informatique pour pouvoir former nos jeunes sur l'informatique ou sur les questions digitales. Mais on a même prévu, parce qu'on innove maintenant avec ces dons des bailleurs, on a même prévu dans ces écoles-là des centres pour les jeunes filles. Parce que beaucoup de personnes ignorent que dans ces écoles-là, souvent les jeunes filles, quand elles atteignent l'âge de la puberté, elles sont mises de côté par leurs camarades. On les enseigne même carrément. Voilà. Non, moi je parlais du fait qu'elles soient mises de côté par leurs camarades, dès qu'elles commencent à avoir par exemple leur premier menstrues, etc. Donc ces points-là sont pris en compte aujourd'hui dans ces écoles de proximité qui sont financées par des subventions, par des dons du MCC. Et j'y étais. J'ai visité ces écoles-là il y a un mois. Quelques semaines après, nous étions à Boaké encore pour inaugurer encore dans le Béquet des écoles similaires. Donc c'est une réalité et les Ivoiriens le voient. Vous faites tellement bien le bilan du président Ouattara que même, excusez-moi si je vous pose cette question, tout le monde veut qu'il soit candidat dans votre camp. Est-ce que l'homme, vous qui le côtoyez au quotidien, vous pensez que physiquement, il est prêt à poursuivre le combat? Ou bien vous faites partie de ceux qui disent non, président, mais voilà, j'ai la capacité d'être présidentiable, va te reposer, comme Kakabe le disait, le père reste à la maison. Je vais vous faire une confidence. Faites-la. Nous avons un président qui est plus apte à travailler que vous et moi. Malgré le fait qu'il ait l'âge, il a le double pratiquement de mon âge et qu'il soit votre aîné. Nous avons un président qui est debout tous les jours à 4h30, 5h du matin et qui travaille au quotidien pour le bien-être des Ivoiriens. Il n'y a pas un dossier que le président de la République traite sans avoir en tête comment est-ce qu'en traitant ce dossier-là, on peut améliorer le bien-être des Ivoiriens. Et moi, je vous avoue que depuis que je suis son conseiller, j'ai toujours su que nous avions un président qui était un grand travailleur, mais je peux vous dire que nous avons un président qui est à la tâche, qui travaille, qui est en pleine forme, par la grâce de Dieu, et qui se bat et qui travaille beaucoup plus que vous et moi qui sommes beaucoup plus jeunes. Donc je ne sais pas d'où le débat vient sur son âge et sur... La Constitution, par exemple. Écoutez, je ne suis pas constitutionnaliste et je pense qu'il y a des personnes qui sont plus avisées au niveau du parti pour pouvoir répondre à ces questions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Constitution, en aucun cas, n'empêche le président Alassane Ouattara de briguer un mandat, un nouveau mandat. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui l'empêche de le faire. Mais je pense que si vous voulez vraiment avoir un débat là-dessus, on pourra faire en sorte que nos constitutionnalistes puissent venir et puissent répondre à ces questions-là. Mais il n'y a aucun article de la Constitution ivoirienne qui empêche le président Alassane Ouattara de briguer une nouvelle. Nous avons, il y a eu, c'était en 2018, où il y a eu le vote pour la nouvelle Constitution. C'est 2016, je crois. Mais les Ivoiriens, dans leur large majorité, ont voté cette Constitution. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est que c'est à ce moment-là qu'il fallait aller faire des campagnes pour voter contre. Mais les Ivoiriens ont voté cette Constitution. Et aujourd'hui, où nous sommes simplement dans l'application de cette Constitution, ça éveille les débats. Donc, il ne devrait y avoir aucun débat. Notre candidat, et nous l'avons dit maintes fois, notre candidat est le candidat naturel du RHDP pour l'élection présidentielle de 2025, c'est le président Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler à tous les QG que Joël Etienne n'est pas hostile. Voilà un jeune du RHDP que je reçois et qui décrit, qui peint son mentor qui est le président Ouattara. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, je suis ouvert. Prenez contact avec moi, envoyez-moi vos jeunes. Ils vont aussi dire ce qu'ils comptent faire quand ils seront au pouvoir. Vous êtes banquier. Quel est le rôle des banques dans un pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire? Je vous pose la question parce que je suis allé 2 fois à la levée de corps de 2 jeunes qui avaient des projets. Ils cherchaient de l'argent, ils n'ont pas pu avoir les charges pesant sur eux, mais ils ont piqué des crises AVC. Alors je me pose la question, vous qui êtes banquier, vraiment c'est un honneur, je vous demande, quel est le rôle de la banque en Côte d'Ivoire? Je vous remercie pour cette question. Vous savez, moi je fais partie, j'ai beaucoup travaillé sur la question et la problématique du financement des PME en Côte d'Ivoire. Et dans tous mes écrits, dans toutes mes interviews et les articles que j'ai faits, j'ai toujours indiqué qu'il faut adresser la question sous l'angle d'un écosystème. Vous avez un écosystème.
cet écosystème, vous avez 4 acteurs. Premier acteur, c'est le régulateur, la BCEAO. Deuxième acteur, c'est l'État de Côte d'Ivoire, qui a un rôle à jouer. Troisième acteur, ce sont les banques elles-mêmes. Et quatrième acteur, ce sont les entrepreneurs, donc les entreprises, les PME. Et chaque acteur de cet écosystème a un rôle à jouer. Prenez la BCEAO qui est en charge de l'élaboration des politiques monétaires et qui a aussi mis en place un dispositif de refinancement des PME. Vous prenez l'État de Côte d'Ivoire qui met en place des politiques sectorielles. Aujourd'hui, vous avez Côte d'Ivoire PME qui fait l'accompagnement des PME, renforcement des capacités. Vous avez la SGPME, qui est la Société de garantie des PME, qui émet des garanties au profit des banques pour que les banques puissent financer justement les avec beaucoup de garanties. Les garanties sont trop énormes. J'y arrive. Moi, je peux vous dire que ça fonctionne parce que je suis quand même un ancien directeur général de banque. J'étais directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Nous avions un partenariat avec SGPME et les dossiers que nous recevions étaient garantis par la SGPME. Donc, faciliter l'accès au financement et l'octroi de financement à ces jeunes entrepreneurs. Donc, ça marche. Vous avez le GUT, qui est le guichet unique des entreprises, qui fédère un peu les activités de Côte d'Ivoire PME et celles de la SGPME. Vous avez aujourd'hui, grâce à l'État et à la BCEAO, le Crédit Info Volo, qui est un bureau de crédit. Parce que nous avions toujours une difficulté sur le marché ivoirien, c'était la symétrie d'information. Aujourd'hui, grâce à Crédit Info Volo, quand vous allez dans une banque demander un crédit, on est en mesure de sortir votre historique d'emprunteur. Donc on sait si vous avez des impayés dans une autre banque, on sait si vous avez été bon payeur dans d'autres banques. Et donc ça donne une asymétrie d'information. Ensuite, je disais dans l'écosystème qu'il y a 4 acteurs. On a parlé de la BCEAO, on a parlé de l'État, qui mènent beaucoup d'actions sectorielles pour pouvoir faciliter l'accès au financement. Vous avez les banques elles-mêmes, qui doivent accepter, c'est vrai, dans un environnement difficile, parce que la réglementation aujourd'hui a évolué. La BCEAO nous impose BAL 2, BAL 3, qui fait peser énormément sur les banques en termes de fonds propres. Aujourd'hui, lorsqu'une banque finance, chaque financement qu'elle octroie à une entreprise ou à un particulier vient consommer ses fonds propres. Donc vous avez un niveau de fonds propres évidemment qui n'évolue pas, qui est figé à un instant donné, et chaque fois que vous financez, ça consomme vos fonds propres. Plus le financement il est risqué, plus la consommation en fonds propres est élevée. Donc les capitaux des banques, c'est des capitaux, qu'ils soient publics ou privés, mais c'est des capitaux actionnaires. Donc les banques ne pourront jamais accompagner. C'est pas que les banques ne pourront pas accompagner, c'est pour ça que je parle d'écosystème. Nous, au niveau de la Banque populaire, ce que nous avions fait pour les PME, c'est qu'on avait développé des product programmes, qui sont des programmes de prêt, qui sont adaptés à notre environnement, qui mettaient toute l'analyse et qui basaient toute l'analyse sur l'analyse du risque de performance et l'analyse du risque de contrepartie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on avait un entrepreneur qui venait vers nous, qui dit qu'il est dans le BTP, qu'il a un marché pour construire un hôpital, on allait analyser le risque de performance, qui est de savoir quel est son track record. Est-ce qu'il a déjà construit des hôpitaux? Est-ce qu'il a l'expérience dans la construction d'hôpitaux ou d'ouvrages similaires? Parce qu'on peut ne pas avoir construit des hôpitaux, mais des ouvrages similaires. Est-ce qu'il a des ABE, qui sont des attestations de bonne exécution? Est-ce que l'entrepreneur est de bonne moralité? Ainsi de suite. C'est contraignant, hein? C'est pas contraignant, mais écoutez, l'argent qu'une banque vous prête, c'est l'argent de ses actionnaires et c'est l'argent de ses déposants. Donc il est normal, parce que lorsque je vous prête de l'argent, je prends l'argent des Ivoiriens ou des autres déposants pour vous le prêter. Lorsque vous ne me remboursez pas, mais vous mettez à mal ma capacité à pouvoir rendre l'argent de M. Yao, de M. Conan, de M. Brou, le jour où il veut retirer son argent. Donc, il y a un équilibre. Donc il importe pour les banques aussi de pouvoir faire de bons crédits. Moi je vous donne des exemples parce que c'est quand même très, très pragmatique ou très pratique. J'ai financé par exemple des entreprises qui avaient des marchés avec l'État, qui avaient des marchés avec des structures de l'État pour fournir par exemple des ordinateurs. Ils viennent, on analyse le risque de performance comme je disais, bonne moralité, il a déjà entrepris des marchés similaires, il a des ABE qui peuvent l'attester. Donc on se dit, le risque de performance il est maîtrisé. Risque de contrepartie maîtrisé, parce que je parlais tout à l'heure de 2 risques. Il y a le risque de contrepartie, qui est le risque de la signature de celui qui vous donne le marché. C'est l'État, l'État est un bon payeur, donc il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que nous faisions pour pouvoir justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de détournement de fonds? On donnait le crédit à l'entreprise, et au lieu de lui remettre les fonds, on payait directement le fournisseur. Donc il était censé juste aller voir le fournisseur, prendre les machines, les ordinateurs et les livrer.
Vous savez ce qu'ils font? Certains entrepreneurs, justement, ils vont voir le fournisseur qui a reçu les sous de la banque, puis ils disent non, je n'ai pas besoin d'ordinateur. Redonnez-moi l'argent que la banque vous a transféré et je vous donne 10%. Donc au moment où nous on s'attend à être payé par celui qui a signé le contrat dans 3 mois, dans 6 mois en fonction du marché, on ne reçoit rien. Et le jour où on écrit donc, à l'autorité contractuelle, ils nous disent mais écoutez, nous on n'a jamais reçu, donc le marché n'a jamais été réalisé. Donc ça m'amène sur le 4e point. J'ai parlé de l'État, j'ai parlé de la BCAO, j'ai parlé... Maintenant, c'est l'investisseur. C'est l'investisseur lui-même. On a besoin aujourd'hui d'avoir aussi des jeunes ou des entreprises, des entrepreneurs qui sont sérieux, qui ont une bonne moralité, qui maîtrisent leur secteur d'activité. Il ne s'agit pas simplement d'être bon dans la construction, mais est-ce que je maîtrise les risques qui sont inhérents à la construction? Est-ce que dans la gestion de mon activité, je maîtrise les flux sur les cours, ou je dirais les prix des matériaux? Parce que si je base tout mon business plan sur des prix aujourd'hui, et que je ne tiens pas compte du fait qu'il y a des crises, comme la crise de l'Ukraine, qui peut augmenter, aujourd'hui avec la guerre même israélo-palestinienne qui pèse, mon cher. Il peut avoir une influence sur les prix à l'international, alors que peut-être que mon activité demande que j'importe ces matériaux-là, ou ces matières premières selon le secteur d'activité. Donc je dois maîtriser les risques qui sont inhérents à mon activité. On a financé un jour quelqu'un qui était dans la production de maïs. Et donc son business plan était basé sur l'importation d'intrants en provenance de l'étranger. Entre le moment où le financement a été mis en place et le moment où il devait rembourser les premières échéances, il y a eu la crise d'Ukraine. Du coup, donc les intrants, les prix sont multipliés par 4 ou par 5. Il est bloqué. Il n'était plus rentable, il n'était pas en mesure de rembourser la banque. Donc, quelque part, les banques prennent un risque important. Et vous l'avez appelé pour lui dire, bon, adapter... On était obligé de restructurer son prêt, et donc une restructuration, ça veut dire que ça a clairement échoué. On doit restructurer pour pouvoir adapter les modalités du financement en espérant qu'ils puissent rembourser. Donc, les banques prennent un risque aussi très important, parce qu'elles font face souvent à des entrepreneurs, soit qui sont de mauvaise moralité, soit qui sont de bonne moralité, mais qui maîtrisent juste leur secteur d'activité, mais pas les risques inhérents à l'activité. Je prends l'exemple du cacao. Si vous êtes un exportateur de cacao, c'est bien de savoir comment aller acheter le cacao auprès des coopératives. C'est bien de savoir comment gérer toute la partie logistique jusqu'à l'exportation. Mais vous devez être aussi conscient que le cacao, il est pricé, il est tarifé, parlant en français correct, il est tarifé en dollars. Et que si les cours du dollar chutent de manière drastique, donc si le dollar se déprécie, mais vous vous retrouvez demain matin, avec, en tout cas pour la banque, avec un contrat d'un acheteur qui est libellé, qui fait $1 million, mais ce $1 million, vous avez prêté 625 millions de francs CFA parce que le dollar est à 625 aujourd'hui. Et dans 3 mois, dans 6 mois, quand vous exportez le cacao et qu'il doit rembourser la banque, ce contrat qui est toujours de $1 million, parce que le dollar est passé à 500 francs, il vaut 500 millions. Donc les banques aussi font face à ce type de risque et qu'elles doivent anticiper et qu'elles doivent maîtriser. Et c'est dans cela aussi moi j'invite aussi les banques à aller plus loin dans la formation de leurs clients. Elles doivent mettre en place des programmes de formation sectoriels et c'est là que les banques peuvent innover. Et nous le faisions aussi avec certains de nos clients. Quand vous étiez à la banque, pourquoi vous nous le faisions justement. Mais il y a 29 banques en Côte d'Ivoire. Moi j'invite les autres banques à faire la même chose. À justement pouvoir mettre en place des programmes d'accompagnement et pouvoir accompagner. Mais déjà, c'est ce que déjà fait les structures étatiques comme Côte d'Ivoire PME ou comme d'autres structures étatiques qui font de l'accompagnement. Vous avez aussi des SAE, qui sont des structures d'accompagnement des entreprises, qui sont agréées par la BCAO, qui elles aussi sont là pour accompagner, je dirais, le dispositif pour accompagner les entreprises. Donc, pour résumer quand même, il y a un écosystème. Et il ne faut pas regarder la question de l'accès au financement de manière aussi simple que de dire les banques ne financent pas. Il y a la réglementation qui est lourde et donc sur laquelle la BCAO essaie d'évoluer constamment, mais qui est importante parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est global. Globalisé. Et donc, aujourd'hui on passe déjà à BAL 4, donc la BCAO est obligée aussi, si nous voulons que nos États et nos économies soient compétitives et soient respectées dans les partenariats extérieurs, de mettre à jour sa réglementation, mais elle est contraignante beaucoup plus pour nos pays que pour les pays justement
je dirais, qui mettent en œuvre ces politiques-là. Donc vous avez le régulateur, vous avez les banques qui ont un rôle à jouer, l'État qui joue déjà un rôle important, mais les entrepreneurs eux-mêmes doivent apprendre et doivent accepter de se former. C'est pour cela, encore pour revenir sur e-emploi, que nous formons nos militants. Si vous allez sur la plateforme aujourd'hui, vous verrez que moi-même, en tant que secrétaire national et ancien banquier, j'ai développé des capsules, par exemple, sur l'accès au financement. Qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire? 10 recommandations. J'ai fait 10 capsules, 10 recommandations sur qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire aujourd'hui pour pouvoir faciliter l'accès au financement. Mais c'est ça la valeur ajoutée du RHDP. Et c'est cela, encore une fois, que je dis, et je le répète, que je n'arrive pas à comprendre que cette plateforme-là soit aussi décriée. Vous voyez, votre question, c'était sur l'accès au financement de manière générale, mais c'est très pertinent. Oui. Nous avons développé des formations à l'endroit de nos militants qui veulent entreprendre sur les 10 recommandations clés qu'ils doivent suivre pour pouvoir entreprendre et faciliter leur accès au financement. Mais pourquoi est-ce que le PPACI ou le PDCI ou le FP ne réfléchissent pas à apporter de telles valeurs à leurs militants? C'est un appel, j'en profite pour dire PDCI, parti d'opposition, voilà un label qui est en train d'être mis en place. Ce n'est pas cadenassé, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vous interdit d'en faire autant. Vous êtes dans l'opposition. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Oui. Si vous allez sur la plateforme aujourd'hui, l'accès à ces capsules-là est ouvert à tout le monde. Là, on n'a pas besoin d'avoir un numéro e-militant. C'est l'accès aux offres d'emploi qui est limité à nos militants, ce qui est nos droits. Donc en réalité, ils devraient aller sur notre site pour se former. Alors, M. Fatiga, vous êtes fier d'être cadre militant du RHDP? Écoutez, je suis surtout fier d'être à l'école du président Alassane Ouattara. Je vais vous dire pourquoi. Les Ivoiriens constatent aujourd'hui, comme je dis, tous ces progrès, mais en réalité, les Ivoiriens ne se rendent pas compte que cela répond à une vision et une stratégie qui a été pensée longtemps avant que le président arrive au pouvoir. Je repars en arrière, vous allez voir où je vais revenir. 2011, nous sortons du Golfe, on parle de PPU, donc on répare quelques routes, les routes qui sont les plus dégradées. On adresse la question de l'éducation avec quelques constructions d'écoles, on adresse la question de la santé avec quelques constructions de centres médicaux. Après le PPU, si vous constatez, on attaque aussitôt les réformes Doing Business. Les gens ne comprennent pas très bien, on parle de Doing Business. Bon, on attaque un certain nombre de réformes. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait un journal qui avait surnommé le président Magellan parce qu'il voyageait beaucoup. Donc le président commence à voyager beaucoup. Il est le seul à avoir fait le tour du monde. À faire connaître justement la Côte d'Ivoire. Vous savez, un investisseur, il ne vient d'un pays que lorsque, il y a une sécurité qui est assurée. Regardez l'indice de sécurité, on est passé de 6,5 en 2011 à 1,2, si mes souvenirs sont corrects, en 2023. Donc, sécurité assurée. Un investisseur, il vient dans un pays que lorsqu'il y a des infrastructures qui sont acceptables. Quand on parle d'infrastructure, c'est quoi? Infrastructure aéroportuaire. Vous avez vu qu'on a mis à niveau nos aéroports, en particulier l'aéroport international Houphouët-Boigny, qui a été visité par les Américains, s'assurer qu'il y a un autre terminal qui est en train de construire. Il y a un autre terminal qui est en train d'être construit. Infrastructure au niveau des routes, parce qu'un investisseur, il peut vouloir aller à Korogo, il peut vouloir aller à Yamsopo, à Boaké, pour pouvoir investir dans des projets dans ces régions, il doit pouvoir y accéder. Et pour pouvoir y accéder, il fallait faire quoi? Il fallait développer le trafic, il fallait développer le réseau routier, mais il fallait aussi développer le réseau aérien. Air Côte d'Ivoire, donc il y a une stratégie pour pouvoir développer le réseau interne national au niveau aérien, avec la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en 1 heure, je suis à San Pedro, en 1 heure, je suis à Korogo, en 30 minutes, 40 minutes, je suis à Boaké. Donc, lorsque toutes ces réformes-là sont entreprises, que le président commence à voyager, à faire justement connaître son pays, à aller à chaque fois avec des entrepreneurs ivoiriens, la CGC, la Chambre de commerce, l'APBF, qui est l'association des professionnels des banques, pour aller faire connaître son pays. Vous voyez que parmi ces réformes, on adresse la question des tribunaux du commerce. Un entrepreneur, un investisseur étranger ne vient pas dans un pays s'il n'y a pas
une garantie au niveau du traitement en cas de litige. Il y a le tribunal du commerce qui sait traiter ces litiges, je dirais, ces litiges commerciaux. Ensuite, à partir de 2014, vous voyez qu'il y a des agences de notation qui viennent pour noter la Côte d'Ivoire. Deux agences de notation viennent pour noter la Côte d'Ivoire. C'était Moody's et puis, je crois, Fitch à l'époque, qui viennent pour faire la première fois la notation de la Côte d'Ivoire. Juste après ça, en 2014, il y a les premiers eurobonds qui sont lancés, qui permettent de lever des fonds importants sur les marchés de capitaux internationaux et puis de commencer à réaliser tous les gros projets d'infrastructure. Donc, vous voyez que tout ça, c'est pensé. On ne se lève pas pour être président de la République. Parce que malheureusement, nous constatons que tout le monde veut être président de la République aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et cela a été pensé bien avant, parce que nous avons un président quand même qui a été directeur général adjoint du FMI, qui a été gouverneur de la BCAO, donc qui a une vision, qui a redressé des pays. Donc aujourd'hui, on circule, on a des routes qui sont de bonne qualité pour aller jusqu'au nord du pays, ou pour aller à l'ouest, pour aller jusqu'à Mans, pour aller à l'ouest, pour aller jusqu'à Bouddha. Pour nous, c'est normal. Aujourd'hui, nous avons des hôpitaux pour aller se soigner à proximité, à 5 km à peine. Pour nous, c'est normal. Aujourd'hui, nous avons des écoles partout. Ça a l'air normal. Mais il fallait bien quelqu'un pour y penser. Il fallait bien quelqu'un pour penser au fait que pour arriver à cela, et là, j'ai fait le rétro-pédalage, il fallait pouvoir lever des fonds. Pour pouvoir lever des fonds importants, il fallait pouvoir avoir une notation auprès d'agences de notation internationale. Pour pouvoir avoir cette notation de qualité, mais il fallait mener des réformes, doing business, tribunaux du commerce, etc. Il fallait baisser l'indice de sécurité. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de vidéo-verbalisation, mais c'est tout cela qui concourt. Mais les Ivoiriens ont oublié, en fait, l'état dans lequel nous étions en Côte d'Ivoire en 2011. En 2011, on n'arrive même pas à sortir et marcher dans le quartier pour aller au Carrefour. Aujourd'hui, on peut sortir à minuit, à 23h, on peut se balader sans avoir peur. Mais c'est parce qu'il y a des caméras partout. Et c'est parce qu'aujourd'hui, quand il y a un crime, en 24 heures, le CCDO est capable de sortir l'image du criminel et de le retrouver. Donc c'est un travail minutieux qui est fait au niveau de la sécurité, au niveau des réformes doing business, au niveau des réformes, au niveau des différents projets d'infrastructure, au niveau du développement économique de la Côte d'Ivoire, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre des niveaux en termes de notation qualitatifs et quantitatifs. Quantitatif sur tout ce qui est indicateur macroéconomique, mais qualitatif sur tout ce qui est indicateur comme indice de la paix, etc. Donc, indice de sécurité, plutôt. Et donc, c'est toutes ces réformes-là qui ont été minutieusement pensées et exécutées. Donc, on peut y penser et ne pas être en mesure de les exécuter. Vous savez pourquoi je souris? Parce que depuis un certain moment, au lieu que les cadres du RHDP parlent du bilan du président Ouattara, il faut qu'il soit candidat. Il faut qu'il soit candidat. Mais les autres disent, mais un seul individu ne peut pas être éternellement au pouvoir. Mais si le président Ouattara a des agents représentants placés comme vous, qui défendiez bec et ongle avec dextérité, avec amour, avec passion, son bilan, je pense que ça pouvait, n'est-ce pas, apporter un petit baume au cœur des Ivoiriens dont beaucoup sont chargés parce que la vie est très chère. Est-ce que ça vous remonte, cette vie qui est chère, ça vous remonte? Écoutez, la vie est effectivement plus chère qu'elle ne l'était il y a quelques années. On parlait d'inflation tout à l'heure et je pense que c'est une des préoccupations du président Alassane Ouattara. Allez écouter son discours devant le Sénat, je crois que c'était au mois de juin. Au mois de juin. Mais la cherté de la vie faisait partie de ses priorités. Mais il n'y a rien qui retombe. On ne voit pas les résultats de cette lutte. Vous savez, moi je vous prends par exemple l'exemple du carburant. Non, laissez-moi terminer. Il faut que les Ivoiriens quand même soient conscients de tout ce que le gouvernement fait. Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, je me souviens très bien, et qu'il y a eu une forte inflation dans certains pays. Je crois qu'au Ghana ou dans d'autres pays frontaliers, au Nigeria, etc., le prix du carburant a été multiplié par 3, par 4. Chez nous, il avait augmenté de 20 ou 30%. Vous savez pourquoi? Parce qu'on subventionne. Mais parce que je me rappelle au début du Covid, c'est près de 60 milliards ou plus de francs CFA que l'État a injecté pour subventionner le carburant
Parce que si le carburant, le prix était multiplié par 3, ça impacte le transport, ça impacte la nourriture, ça impacte le prix des denrées alimentaires, etc. Mais donc, il y a des efforts importants. Mais on ne sent pas dans le panier de la ménagère. Oui, mais quand même, il faut reconnaître les efforts qui sont faits. Oui, les efforts, mais c'est pourquoi dans le panier de la ménagère... Mais on le sent dans le panier de la ménagère. On ne dirait pas. Si on n'avait pas subventionné justement le carburant, vous savez ce qui allait se passer? Je viens de l'expliquer. Le prix du transport allait augmenter. Donc le prix des marchandises qui sont transportées allait augmenter. Et donc le prix du panier de la ménagère allait augmenter aussi. Il allait être multiplié par 3. Et s'il n'a pas été multiplié par 3, parce qu'on a tendance à regarder que le verre à moitié vide. Mais il faut le regarder à moitié plein. C'est parce que justement on subventionne le carburant et qu'on l'a subventionné pendant la crise du Covid, qu'au lieu de se multiplier par 3, peut-être que les prix ont augmenté de 20-30%. Alors, c'est quand même un effort quand même considérable fait par un gouvernement. On me fait dire que nous sommes en fin d'émission. Okay. Votre mot de fin. Écoutez, mon mot de fin d'abord, c'est de vous remercier, parce que c'est une opportunité que vous donnez au RHDP d'expliquer les réalisations du président Alassane Ouattara. Je ne cesserai de parler des réalisations du président Alassane Ouattara parce qu'il est important. Vous savez, souvent on est très amnésique. Et ce n'est pas un défaut, mais c'est juste que c'est la nature humaine. Quand tout va bien, nous sommes en période de paix, mais les gens n'ont aucune idée de tout ce qui est fait au plan sécuritaire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. À l'ère où on parle de terrorisme partout, les gens n'ont aucune idée de ce qui est fait pour que les prix, justement, et que l'inflation soit maîtrisée. Nous étions à 5% d'inflation il y a 2 ans. Nous sommes à 4%, ou un peu moins de 4% cette année, et on devrait atteindre 3% l'année prochaine. Et ce sont des efforts qui sont faits par le gouvernement à travers sa politique justement économique pour maîtriser cette inflation. Donc pour moi, c'est le lieu de remercier et féliciter le président Alassane Ouattara qui aime son pays, qui se bat au quotidien pour le bien-être des Ivoiriens, qui se bat pour que l'Ivoirien puisse se porter, et aujourd'hui on est en 2024, et quand l'Ivoirien regarde par rapport à 2021, par rapport à 2011 plutôt, il sait qu'il vit dans de meilleures conditions. Il est tellement mignon, tellement beau, qu'on va prendre 10 jours, vous trouverez toujours des mignons mots pour le décrire. Merci, M. Fadiga. J'avoue que votre projet qui suscite autant de critiques, vous venez de nous expliquer, il n'y a vraiment pas de loup dans la bergerie, sauf que c'est une innovation pour stimuler les jeunes du RHDP à s'orienter vers ce qui peut les aider à sortir de la misère et de la pauvreté. Les jeunes du RHDP et même de l'opposition. D'accord. Parce que nous recevons aujourd'hui des centaines et des centaines par jour. Donc enlever, non. rendez ça public alors? Non, nous recevons des centaines et des centaines d'emails de jeunes qui ne sont pas du RHDP, qui nous écrivent pour nous demander justement comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire au niveau du RHDP, comment est-ce qu'ils peuvent obtenir des numéros e-militants. Alors, redonnez le lien rapidement, mais faites signe. Donc le lien c'est E-6 emploi RHDP en un seul mot.ci. Joël Etienne a eu l'honneur de recevoir sur son plateau des grandes rencontres de Joël Etienne qui porte son nom, un des cadres très proches du président Ouattara, du RHDP, avec qui il est parti partout. Allez, quand on préparait l'émission, sa chargée de communication voulait que j'envoie les questionnaires. Je dis, moi je fonctionne à partir de la trame. Le monsieur, il a offert de toutes les informations. Merci, monsieur Fatiga. Le président Ouattara doit s'enorgueillir d'avoir un challenger, un coach, un jeune déterminé comme vous. Ben, je le constate, je vous félicite, je vous souhaite bon vent. À vous qui me regardez, continuez, partagez, likez et puis mettez des cœurs. Merci beaucoup. Au revoir.